Bonjour, chers acteurs de la sécurité privée. Bienvenue sur le Test Kaizen Academy. Vous allez découvrir une nouvelle méthode de formation conçue spécialement pour votre montée en compétences. S'entraîner sur papier. Nouvelle méthode de formation sur site d'entraînement à adopter par l'ensemble de votre équipe de sécurité. Comme vous le savez, les agents de prévention de sécurité sont les seuls joueurs qui ne s'entraînent quasiment pas, voire jamais, mais veulent gagner tous les matchs. La méthode consiste à regarder ensemble avec votre équipe une vidéo de conflit dans le but du rétexte, le retour d'expérience. Cela peut se faire à 2, à 3, voire à plusieurs. Voici le programme. 1. Un couple se rend dans un magasin. L'agent de sécurité leur fait part d'une consigne du site. Le couple ne coopérant pas, cela se termine en pugilat. Et 2. Que s'est-il passé? Donc, essayez de comprendre ce qui s'est passé pour que cela se termine ainsi. Et en 3, on va voir comment éviter une fin aussi désastreuse. Les thèmes que nous allons aborder durant cette formation. La première partie, comment se protéger grâce aux articles de loi. Les lois sont les piliers sur lesquels chaque agent de sécurité doit s'appuyer lorsqu'il agit face à des situations de conflit. Et pour la deuxième partie, nous verrons comment gérer un conflit dégradé. Lorsque le conflit se dégrade, quels sont les comportements que nous devons adopter pour pouvoir faire face. L'objectif de la formation, c'est simple. Préserver votre cadre professionnel, le Graal de l'agent de prévention de sécurité. Il suffit d'une moindre chose pour mettre en péril votre cadre professionnel. Donc, il faut adopter des comportements adaptés pour ne pas mettre en cause votre cadre professionnel. Commençons cette formation par la première partie, comment se protéger grâce aux articles de loi. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une vidéo d'une situation réelle qui s'est passée sur un site, dans un magasin. Avant tout, sachez que nous utilisons cette vidéo à titre purement éducatif. Nous ne sommes pas là pour juger ni critiquer. Okay? C'est l'utiliser, c'est faire le retour d'expérience. Comme vous le savez, retest Kaizen, le retour d'expérience pour s'améliorer continuellement. Le Kaizen, c'est l'amélioration continue. Donc, on va utiliser cette vidéo pour notre amélioration continue et le but, c'est que ça profite à l'ensemble des acteurs de la sécurité privée pour leur amélioration continue. Regardez attentivement la vidéo. Faites attention à chaque détail. Prenez des notes si nécessaire. Regardez-la une fois, 2 fois, 3 fois. Revenez dessus. Après, effectivement, nous allons la regarder séquence par séquence et nous appuyer sur les articles de loi pour expliquer chaque détail. We can make an impact, grab and then take it.
résumé, un couple vient faire réparer son vélo. L'agent de sécurité leur demande de déposer leur sac en consigne. Le couple refuse. L'agent insiste et l'homme devient menaçant. Et cela se termine par de la violence, par des échanges de coups, de poings et de pieds, donc un conflit dégradé. Pourtant, en regardant bien, un premier détail frappe aux yeux. C'est cet homme, avec son sac, qui est entré dans le magasin, a fait ses achats, s'est même positionné devant les dites consignes pour ranger ses affaires avant de sortir du magasin. La question à se poser, c'est pourquoi l'agent l'a autorisé à entrer dans le magasin avec son gros sac. Pourquoi lui, il n'a pas déposé son sac en consigne? Ou sinon, comment il est parvenu à entrer dans le magasin? Je vais essayer de répondre à ces deux questions en tentant de trouver deux raisons à cela. Première raison, peut-être que l'agent n'était pas à l'entrée du magasin lorsque l'homme est arrivé, lorsqu'il est entré dans le magasin. Deuxième raison, peut-être que l'homme a expliqué à l'agent qu'il ne rentrait pas dans le magasin, qu'il allait juste prendre quelque chose devant les caisses et ressortir aussitôt. Ce qui peut expliquer pourquoi il est entré dans le magasin avec son gros sac à dos. Refus de présenter son sac. Sachez de prime abord que tout client qui rentre dans votre magasin n'est pas obligé de présenter son sac en consigne, même si vos consignes le précisent. Okay? Il peut refuser et peut ne pas être poursuivi pour ce refus, sauf si des circonstances particulières exigent un contrôle visuel ou la fouille à l'entrée et que le client refuse, comme par exemple le plan Vigipirate, un arrêté préfectoral ou un périmètre de protection institué en application de l'article L226-1 du Code de la sécurité intérieure. Dans un périmètre de protection, il faut savoir que la personne peut également refuser. Okay, et peut ne pas être poursuivi pour ce refus. En revanche, dans le périmètre de protection, vous pourrez lui refuser l'accès, parce que l'accès dans ce cas est conditionné par le contrôle visuel ou la fouille, selon les circonstances, selon les consignes. En revanche, dans un magasin, le client peut refuser. Maintenant, ce que je conseille aux agents, c'est de faire un deal avec ce client. C'est de lui demander de vous présenter le sac en sortie. Il y a un autre cas où le client, en sortant du magasin, l'agent va demander à contrôler le sac et le client va refuser. Et on voit certains agents tout de suite qui vont dire, qui vont commencer à menacer pour dire je vais appeler la police. La question c'est, est-ce que ce client a commis un délit, un vol, par exemple? Est-ce que vous êtes sûr de vous à 100%? Parce que si le client a commis un vol et que vous êtes sûr de vous à 100%, alors l'article 53 du Code de procédure pénale qui dit traces et indices, les traces et indices. L'article 53, le flagrant délit ne se limite pas uniquement à une personne qui a été surprise en train de commettre le crime ou le délit. Il y a aussi la clameur publique. Il y a aussi les traces et indices, c'est-à-dire que la personne présente des traces et indices qui laissent penser ou qui laissent supposer que cette personne a commis le crime ou le délit. Donc cela justifie le contrôle. Mais si vous êtes sûr de vous à 100%, parce qu'on parle encore de la flagrance. La flagrance, c'est l'élément matériel, légal et moral. Donc, est-ce que l'élément matériel existe? Si la personne a dissimulé une bouteille de vodka dans son sac, là, vous allez directement le lui demander. Et ce qu'on constate aussi, c'est que l'agent de sécurité va aller voir la personne pour demander, par exemple, si c'est une dame, excusez-moi madame, est-ce que je peux contrôler votre sac? Dans ce cas, vous n'avez pas à lui demander est-ce que je peux contrôler votre sac. Demandez-lui directement et utilisez les euphémismes. Madame, vous avez oublié de passer en caisse avec la bouteille de vodka que vous avez mise dans votre sac. Vous voyez, au lieu de lui dire, madame, est-ce que je peux contrôler votre sac, allez directement au fait. C'est-à-dire que c'est une bouteille de vodka. Madame, vous avez volé? Non, vous n'allez pas utiliser le mot vol. C'est pour ça qu'on va parler d'euphémisme du vol, c'est-à-dire, un exemple, vous avez oublié de passer en caisse avec la bouteille de vodka que vous avez mise dans votre sac. Et si la dame refuse, vous êtes en droit de la retenir. Pourquoi? Parce que, effectivement, vous êtes sûr de vous à 100%. L'élément matériel existe. Et si la personne veut s'enfuir, vous allez utiliser ce qu'on appelle l'article 803 du Code de procédure pénale, okay? L'entrave, donc pour l'empêcher de partir.
mais quand on parle d'entrave, c'est un gros mot. Il faut vraiment que ça arrive à un niveau pour pouvoir entraver. D'accord? Donc, vous allez, je vous invite à aller regarder l'article 803 du Code de procédure pénale sur légifrance. Comme ça, vous allez comprendre ce que c'est. Ça vous permet, c'est-à-dire que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est susceptible, s'il est dangereux pour lui-même ou autrui, ou susceptible de vouloir prendre la fuite. D'accord? Là, vous allez pouvoir, donc vous êtes en droit de l'empêcher. Mais attention, il faut que la personne ait commis un crime ou un délit. Il faut être sûr de vous à 100%. Si vous n'êtes pas sûr de vous, le doute profite dans ce cas à la personne. Vous la laissez partir. Mais si vous êtes sûr de vous, vous êtes en droit de la retenir, mais vous appelez la police sans délai. Tout de suite, vous appelez la police et vous demandez, vous expliquez la situation à la police. Mais vous n'appellerez pas la police pour lui dire, mais la personne aurait, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr. Vous devez être sûr de vous à 100%. Il est aussi important de savoir que lorsque vous exigez du client qu'il présente son sac, il peut lui aussi exiger les CGU, les conditions générales d'utilisation de vos consignes. Et là, je pense que beaucoup d'agents de sécurité se retrouveront en difficulté. Ben oui, le client peut demander à savoir qui sera responsable au cas où ces affaires venaient à disparaître. Et quelles sont les conditions, tout simplement les conditions générales d'utilisation de vos consignes? Présentez-les-moi. Et si les conditions générales sont optimales pour moi, ben je vais les respecter, hein. Donc, effectivement, oui, ça peut être une difficulté pour l'agent de sécurité. Alors, faire preuve de discernement, attitude professionnelle, de discernement, et la capacité à juger sainement les choses. Donc, c'est ce discernement qui nous permet de ne pas traiter les gens comme selon qu'ils se présentent à nous. De mettre toute personne sur le même pied d'égalité et de faire en sorte que les choses se passent bien. C'est ça notre rôle d'agent de sécurité. Donc, le discernement va nous permettre aussi de pouvoir interagir de manière correcte avec les clients qui fréquentent nos sites. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 631-7 de attitude professionnelle, en toutes circonstances, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. Donc, ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. Alors, où trouve-t-on cet article? L'article 631-7, tout simplement dans votre code de déontologie. Et tout agent de sécurité a signé le code de déontologie. Qui ne l'a pas signé, le code de déontologie? Vous l'avez tous signé. Et il est annexé à votre contrat de travail. Malheureusement, la majorité des agents ne lisent pas le code de déontologie ou ne l'ont jamais lu. Moi, je recommande aux agents de lire le code de déontologie au moins une fois par mois. Si vous lisez le code de déontologie, je vous garantis que ça changera votre manière de travailler, votre façon de faire, de raisonner. Vous devez connaître les articles de loi. Quand vous connaissez les articles de loi, le travail devient beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que les agents de sécurité doivent investir dans leur auto-formation. Vous voyez, dans l'attitude professionnelle, dans cet article 631-7, il est préconisé que les agents veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise. Et dans toute formation requise, moi j'entends auto-formation, s'auto-former. Mes chers camarades agents de sécurité, s'auto-former, il faut s'auto-former, il faut se former soi-même pour monter en compétence. Et si on monte en compétence, le travail devient beaucoup plus facile. Il faut savoir aussi que si un client porte plainte contre vous pour manque de discernement, vous pourrez facilement perdre votre cadre professionnel. Donc attention au manque de discernement. Aujourd'hui, le cerveau est l'arme la plus importante des acteurs de la sécurité privée. Oui, le cerveau est l'arme la plus importante des acteurs de la sécurité privée. Il faut agir, il faut agir en connaissance de cause. Il ne faut pas réagir face aux événements. Il faut réfléchir avant d'agir. Ne pas courir au danger et ne pas prendre les choses personnellement.
Ne pas prendre les choses personnellement sous-entend la gestion des émotions. Dans un conflit, c'est la gestion des émotions. Comme vous le savez, votre comportement conditionne celui de l'agresseur. Donc, si vous savez gérer vos émotions, vous ferez face au conflit. Mais pour savoir gérer ces émotions, il existe des exercices à faire au quotidien. Il faut s'entraîner. C'est ça, il faut s'entraîner. Si on ne s'entraîne pas, on ne peut pas réagir de façon convenable face aux situations qui se présentent. On regarde l'article R631-7 du Code de la sécurité intérieure. Peut-on dire que l'agent a fait preuve de discernement ou a-t-il manqué de discernement? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est fié à l'apparence de ce couple ou est-ce qu'il les a pris pour des marginaux? Parce que cela peut influencer sa décision. Okay? Cette façon insistante d'exiger le dépôt, en tout cas de conditionner l'entrée du couple dans le magasin au dépôt des sacs en consigne. En tout cas, si l'on répond à l'affirmatif à l'une de ces questions, alors on peut conclure au manque de discernement. Cela se voit dans cette séquence. Vous voyez, dans cette séquence, on voit l'agent partir rapidement, se mettre à travers leur chemin pour les empêcher de rentrer dans le magasin. En tout cas, pour se faire respecter. Il veut se faire respecter coûte que coûte. À partir de cet instant, nous parlions tout à l'heure de la gestion des émotions, mais c'est l'émotion qui a pris le dessus. C'est comme un manque de respect envers lui. Donc, il a pris les choses personnellement. Et du moment où il prend les choses personnellement, c'est l'émotion qui va guider toutes ses décisions. Parce que le bon sens ne sera plus au contrôle. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à gérer ses émotions et ne pas prendre les choses personnellement. Vous savez, dans un magasin, cet agent face à ce client, le client, on le voit très bien, le client qui met le doigt dans l'œil de l'agent de sécurité, on voit clairement que le client n'a pas fait preuve de réalisme non plus. Mais c'est à l'agent maintenant de contrôler son comportement. Comme je disais tout à l'heure, votre comportement conditionne celui de l'agresseur. On a parlé du discernement, on a parlé de faire un deal, d'expliquer au client de rentrer dans le magasin et qu'à la sortie, de vous présenter son sac. Mais si vous prenez les choses personnellement, alors ça va dégénérer. Or, les gens ne s'en prendront jamais à vous en tant que personne. Ils s'en prennent à vous en tant qu'agent de sécurité, en tant que professionnel de la sécurité, donc la tenue que vous portez. Vous savez, le même agent qui va partir, supposons qu'il vient en transport en commun et qu'il va se retrouver à 20 h à l'arrêt de bus. S'il se change, ce client ne le reconnaîtra pas. Pourquoi il ne le reconnaîtra pas? Parce qu'il ne l'identifie pas en tant qu'agent de sécurité dans la rue. Il voit une personne. C'est pour cela que ne prenez pas les choses personnellement. Les gens ne s'en prennent pas à vous. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. C'est très important. Vous savez, il y a une phrase qui dit que les émotions animent les pensées. Donc, les émotions animant ses pensées, il a pris les choses personnellement et c'est ça qui a fait qu'il ne s'est pas vu et respecté. Étant donné qu'il n'est pas respecté, ben, il se dit ici, c'est moi qui décide. Vous faites ce que je vous dis. C'est moi qui décide. C'est une attitude à éviter dans la gestion des conflits. Attention, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de taper sur l'agent de sécurité. Okay? L'agent a été clairement agressé, je le vois. Mais je m'attarde sur le fait que le comportement de l'agent conditionne celui de l'agresseur et que c'est à l'agent d'avoir des comportements adaptés, de savoir ce qu'il faut faire. Parce que après, ça va se retourner contre lui. Mais tout ce que l'agent va apporter comme défense, doit être nécessaire. Parce que si ce n'est pas nécessaire, ça va se retourner contre l'agent. Vous savez, on parlait de l'article du code de déontologie. Donc, nous en sommes. C'est le 631-10, interdiction de toute violence, même légère. Sauf dans le cas de légitime défense, prévu aux articles 122.5 et 122.6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violence, même légère. Ne doivent jamais user de violence. On parlera plus loin de la légitime défense. Quand on parle de légitime défense, je dis attention, la légitime défense est un droit réservé à tout citoyen qui est agressé de pouvoir se défendre, en tout cas face à une agression injustifiée
actuelle et réelle. Okay? Une agression actuelle, injustifiée et réelle. Mais ça doit être proportionné. Et dans tous les cas, nous allons tous parler de la proportionnalité. Mais moi, je tiens à dire que la proportionnalité ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la nécessité de se défendre. Parce qu'il faut que l'acte de défense soit strictement nécessaire. Okay? La nécessité. Donc, l'article 122-7 que nous allons voir également dans la formation. Donc, je ne suis pas en train de taper sur l'agent de sécurité. Je suis en train de vous apporter des solutions pour pouvoir faire face si vous êtes agressé. C'est-à-dire ne pas répondre à l'agressivité. Parce que répondre à l'agression, c'est mettre de l'huile sur le feu. C'est ça le but de cette formation. Le but n'est pas d'excuser les clients, de dire que l'agent a tort. Je ne suis pas en train de dire qui a tort ou qui a raison. Mais je veux vous apporter des éléments d'éclaircissement basés sur les articles de loi. Parce que le jour où, si cet agent se retrouve au tribunal, le juge va appliquer la loi. Le juge ne va pas lui demander comment vous faites sur le terrain. Et l'agent va expliquer, va dire, si c'est comme ça, vous faites sur le terrain, vous avez raison. Non, le juge va dire que dit la loi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de taper sur notre cher collègue agent de sécurité, victime ici de cette agression gratuite. Pour rappel, les priorités de l'agent privé de sécurité, c'est rentrer vivant à la maison, ne pas aller en prison et garder son travail. Rentrer vivant à la maison. Si vous rentrez sur un pied, c'est pas bon. Si vous rentrez avec des bandages partout, des sparadraps partout, des blessures partout, c'est pas bon. Okay? Donc, rentrez vivant à la maison. Quand vous sortez de chez vous le matin, il faut revenir sain et sauf. Donc, en appliquant la loi, les articles de loi, en connaissant les articles de loi et en respectant le code de déontologie, vous rentrerez vivant à la maison tous les soirs. Ne pas aller en prison parce qu'effectivement, des fois, vous allez répondre et penser que vous êtes en droit de répondre de cette manière-là, mais cela peut vous conduire en prison. Okay? Et bien évidemment, garder son travail pour pouvoir profiter de la vie sainement. Comme je le disais tantôt, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la réponse de l'agent est proportionnée? Est-ce qu'elle est nécessaire? Okay? Parce que, comme je l'ai expliqué aussi, dans la défense, c'est la nécessité qui prime. La nécessité. Pour rappel, lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Okay? C'est dans le code d'ontologie. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut respecter le code d'ontologie. Donc, lisez le code d'ontologie, apprenez le code d'ontologie et comme ça, vous savez ce qu'il faut faire. En effet, plusieurs personnes diront que l'agent a agi en légitime défense. Mais qu'est-ce que c'est que la légitime défense? N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de la défense et la gravité de l'atteinte. Donc, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de la défense et la gravité de l'atteinte. La légitime défense. La légitime défense n'est pas un droit à tuer. Okay? La légitime défense est une présomption simple qui est laissée à l'appréciation de la justice. La justice va examiner les conditions de défense pour voir si est-ce que les conditions sont nécessaires. Mais effectivement, comme je l'avais dit plus haut, la légitime défense, c'est la nécessité qui compte parce qu'il faut que l'acte de défense soit strictement nécessaire. Une personne ne peut pas dire « j'ai agi en légitime défense ». D'ailleurs, je vous déconseille, si par exemple, un jour, vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez aucune autre possibilité, en tout cas, ne déclarez jamais, pour commencer, ne déclarez jamais avoir agi en légitime défense. Il faut plutôt déclarer que votre intégrité physique était menacée et que vous n'avez aucune autre possibilité de vous soustraire du danger. Okay? Pour se soustraire au danger, la seule possibilité pour vous, c'est de répondre à l'agression. Donc, vous avez répondu à l'agression pour préserver votre intégrité physique. C'est ça, en fait, la légitime défense. La légitime défense ne veut pas dire que si on vous donne un coup, il faut répondre. Parce que nul ne doit se faire justice soi-même. Donc, il faut avoir cette notion en tête.
Je récapitule. Légitime défense, acte d'agression. L'acte d'agression doit être actuel, injustifié et réel. D'accord? Ça veut dire que vous manquez d'air. Et l'acte de défense, nécessaire, simultané, proportionné. Nécessaire, simultané, proportionné. Vous voyez, la proportionnalité vient en dernier. Donc, la légitime défense, c'est une présomption simple. Ce n'est pas une présomption irréfragable. C'est une présomption simple qui est laissée à l'appréciation de la justice. Donc, suivant la vidéo que nous étudions, est-ce que les conditions d'agression sont réunies? Pour ma part, je pense que oui. Est-ce que les conditions de défense sont réunies? Ouais, je pense également oui et non. Donc, comme on le disait, la légitime défense n'est pas une présomption irréfragable. Ce n'est pas un permis à tuer ou à blesser ou à répondre aveuglement, hein, ou les yeux fermés. Hein, c'est laissé à l'appréciation de la justice. Okay, c'est la justice qui va définir si la légitime défense, si les conditions de la légitime défense sont réunies ou non. Donc, gardez toujours en tête cette stricte nécessité. La nécessité s'avère indispensable dans votre acte de défense. Donc, comme c'est laissé à l'appréciation de la justice, le juge va examiner les conditions de l'agression, mais aussi celles de la défense, en tenant compte de plusieurs facteurs. Okay? D'abord, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour cet agent de se soustraire au danger? Est-ce que l'agent avait-il d'autres moyens d'éviter la confrontation? Okay? Est-ce qu'il pouvait appeler la police? Est-ce qu'il pouvait éviter l'agression tout simplement? Maintenant, est-ce que les agresseurs étaient armés? Comme par exemple le vélo. Le monsieur a agressé avec son vélo. Ok. Est-ce qu'il y a eu un excès dans la riposte, dans la réponse de notre agent? Ou est-ce que l'agent a agi par vengeance? Il va tenir compte du sexe, du gabarit de l'agresseur. Donc du gabarit du monsieur par rapport à l'agent de sécurité, mais aussi du fait que les agresseurs soient nombreux ou non. Donc ici, dans cette vidéo, on a le couple, donc ils sont l'homme et la femme, mais quel rôle la femme a joué? Est-ce que la femme a cherché à annihiler le conflit ou a-t-elle agressé à son tour l'agent? Est-ce qu'elle a donné des coups à l'agent ou est-ce qu'elle a cherché à les séparer? Donc le juge va examiner toutes ces conditions avant de tirer une conclusion, soit en faveur du couple ou en faveur de l'agent de sécurité. J'ai l'habitude de dire aux agents que s'il existe un seul article à retenir dans l'exercice de leur fonction, c'est bien celui-ci, l'article 122-7 du Code pénal. L'article 122-7 du Code pénal, l'état de nécessité. L'agression, l'acte de défense doit être strictement nécessaire. La nécessité, dans tous les cas. Et vous avez une personne qui vient sur votre site, vous faites un contrôle des sacs, par exemple, hein, en périmètre de protection. Une personne ouvre son sac, vous découvrez une arme. Par nécessité, vous allez vous saisir d'autorité du sac. Par nécessité. Vous êtes agressé par nécessité, parce que la nécessité de vous défendre, la nécessité de préserver votre intégrité physique, vous allez poser l'acte de défense. Mais la nécessité va faire que vous ne serez pas inquiété. C'est pour ça que je vous recommande, hein, je profite du fait que c'est une vidéo diffusée sur YouTube, pour dire à l'ensemble des agents qui auront l'opportunité de regarder la vidéo, de suivre cette formation, de bien garder en tête l'article 122-7 du Code pénal, de ne pas l'oublier, et que le 122-7 conduise tous vos actes, toute votre façon de travailler au quotidien. Regardez cette balayette, était-elle nécessaire? Vous savez, même si l'agent au préalable avait agi en légitime défense, je pense que cette balayette a tout annulé. Cette balayette a annulé la légitime défense. Parce que, supposons que vous êtes coincé et que vous n'avez aucune autre possibilité de vous soustraire au danger. Et que la seule possibilité pour vous de vous soustraire au danger, c'est de répondre à l'agression. Si en fuyant,
Vous écrasez l'agresseur qui est tombé par terre, vous l'écrasez ou vous lui donnez un coup de pied par terre, là vous avez agi par vengeance. Ce n'est plus de la légitime défense. Donc oui, je pense ici que cette balayette n'a pas à avoir lieu. Okay? Ce n'est pas du tout proportionné. Donc, même si l'agent aurait agi en légitime défense, au départ, cette balayette annule purement et simplement cette notion de légitime défense. Je profite également pour vous parler brièvement de la présomption de la légitime défense. L'article 122-6 du Code pénal, qui est la présomption de la légitime défense. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Donc c'est l'alinéa 1 qui nous dit pour repousser, okay, pas pour tuer. Donc une personne qui s'introduit chez vous dans un lieu habité, bien évidemment, de nuit, il y a cette notion de nuit, effectivement, la loi vous demande de repousser l'agresseur, pas de tuer l'agresseur. D'accord? Donc, effectivement, là aussi, il faut pas penser que c'est parce que la personne s'est introduite chez vous qu'il faut la tuer ou l'agresser. Il faut repousser, il faut la faire fuir. C'est l'alinéa 1. Mais l'alinéa 2, c'est pour se défendre contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Donc ça peut vous concerner, vous, agent de sécurité sur site. Vous avez une bande de personnes qui viennent voler, qui sont agressives, et qui pillent, qui veulent piller, bien évidemment. Ici, la période d'incivilité peut avoir lieu de nuit comme de jour. Et ça peut être dans un lieu privé comme un lieu public. Dans ce cas, oui, effectivement, vous pouvez vous défendre contre ces auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence. Quel délit ou crime? Article 53 du Code de procédure pénale, le flagrant délit ou le crime flagrant. Il est qualifié de crime ou de délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou des indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Alors, pourquoi je pose cette question sur la flagrance? Parce qu'on voit clairement l'agent se lancer dans une tentative d'appréhension. Okay, de poursuivre la personne jusqu'à l'extérieur. Donc, il est sorti du périmètre de son périmètre d'intervention. Pourquoi? Parce que vous avez l'article L613-1 du Code de la sécurité intérieure qui définit les limites d'intervention que nous allons voir plus loin. Donc, les limites d'intervention de l'agent de sécurité. La plupart des infractions sur lesquelles les agents de sécurité peuvent agir sont punis d'une peine d'emprisonnement, parce qu'il n'y a pas de peine sans loi. Donc, si ce n'est pas puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent de sécurité n'a pas à intervenir. Okay? Parce que vous allez voir les éléments constitutifs de l'infraction, on a parlé de l'élément légal, matériel et moral, et qui seront punis de contravention, de peine de prison, donc délit et crime. Donc, est-ce que cette appréhension était nécessaire jusqu'à, comme on le disait, à sortir du magasin? Okay. L'article 73 du Code de procédure pénale, le droit d'appréhension. Dans le cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'office de police judiciaire le plus proche. Donc, comme promis, voyons maintenant l'article L613-1 du Code de la sécurité intérieure, le périmètre d'intervention. Okay. Les agents exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article L611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L226-1. Donc déjà, l'article L611-1, ce sont toutes les activités qui ne sont pas assurés par les services administratifs, police et gendarmerie, et qui sont confiés à des sociétés privées de sécurité, donc qui sont gérées par le CNAPS. Donc ici, on voit bien l'agent qui sort du magasin, donc il est dans l'optique de l'appréhension, donc il est allé jusqu'à poursuivre les clients à l'extérieur pour les ramener. Okay, c'est pour ça que je parlais de l'appréhension. Est-ce que l'appréhension était nécessaire?
est-ce que le parking, l'extérieur appartient au magasin? Parce que si ça n'appartient pas au magasin, alors l'agent est intervenu sur la voie publique. Et ça, c'est pas bon du tout. Réfléchissez avant de faire cela. N'intervenez pas sur la voie publique. Vous pouvez intervenir sur la voie publique que si vous avez ce périmètre de protection, hein, donc l'article L226-1 du Code de la sécurité intérieure. Donc l'agent ici n'a pas, je pense que l'extérieur n'appartient pas au magasin. Mais si c'est un parking et que ce parking appartient à ce magasin, l'agent peut intervenir sur le parking. C'est-à-dire que vous appréhendez une personne et que la personne fuit jusqu'au parking. Si le parking appartient à votre établissement, ça fait partie des limites proches du bâtiment dont vous avez la garde. Donc, vous pouvez intervenir sur le parking dans ce cas. Mais si le parking n'appartient pas à votre établissement, il est considéré comme la voie publique. Et dans ce cas, vous n'avez pas à sortir de votre périmètre pour intervenir sur la voie publique. Donc, il faut faire attention. C'est l'article L613-1 du Code de la sécurité intérieure qui définit ce périmètre, hein, votre périmètre d'intervention. L'agent de sécurité a-t-il le droit d'entraver le client, la personne, comme il le fait dans cette partie de la vidéo? Au vu de la tournure qu'a pris la situation, cela peut s'avérer une option. Mais le juge peut effectivement se poser la question, est-ce que la situation nécessite l'utilisation de l'entrave? Parce que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Mais pour faire usage de cet article 803 du Code de procédure pénale, il faut que deux conditions soient réunies. Il faut déjà que la personne commette un crime ou un délit. Okay, et que ce crime ou ce délit réponde aux conditions de l'article 73, donc de l'appréhension. Et que vous appréhendez la personne, mais lors de l'appréhension, la personne tente de prendre la fuite. Okay. Bien évidemment, la personne est agressive, comme ce monsieur était très très agressif. L'agent a dû utiliser l'entrave pour pouvoir le maîtriser. Mais moi, je ne suis pas juriste, donc c'est laissé à l'appréciation de la justice. C'est la justice qui va définir si l'agent avait le droit d'utiliser l'entrave ou non. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant d'agir et ne pas courir au danger et ne pas se laisser emporter, donc être excessif dans son intervention. Là, je vous mets un petit tableau de tous les articles de loi qui sont entrés en jeu, hein, qui ont contribué à comprendre une telle situation. Donc, vous devez maîtriser tous ces articles. Donc, si vous les maîtrisez, effectivement, lors de votre intervention, vos actions seront réfléchies. Parce que vous savez que vous avez, par exemple, l'attitude professionnelle, hein, du Code de la sécurité intérieure. Donc, on a parlé du discernement. Après, il y a le flagrant délit, la flagrance. Donc, est-ce que la personne a commis une flagrance? Si la personne a commis un délit, effectivement, on va l'appréhender. Mais lors de l'appréhension, on a vu interdiction de toute violence, même légère. Okay? Mais la personne se montre agressive. Et comme la personne se montre agressive, vous allez utiliser les légitimes défense. Mais on a parlé de la nécessité. La nécessité, donc, tout ce que vous allez faire, votre acte de défense doit être nécessaire au but recherché. Okay? Interdiction de toute violence, même légère. Mais, effectivement, il faut que la nécessité prime. Et on a vu le périmètre d'intervention, donc les limites d'intervention de l'agent privé de sécurité et que l'agent n'a pas à sortir de son périmètre. Et maintenant, au vu de la situation, l'agent a été obligé d'utiliser l'entrave, d'entraver le client. Là aussi, l'entrave doit répondre à des conditions. On a vu les conditions. Est-ce que la personne a commis un délit et on l'appréhende? Qu'est-ce qui justifie l'appréhension? Donc voilà, vous avez tous ces articles de loi qu'il faut revoir, qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître et qui vous permettront d'intervenir tranquillement, sereinement sur site. Donc, pour les connaître, c'est simple. Suivez Retex. Je fais beaucoup d'articles sur Retex Kaizen. Vous connaissez tous le lien. Je vous mettrai le lien de Retex sous cette formation, sous cette vidéo que vous pouvez revoir. Donc, allez visiter le site Retex Kaizen.
Je vous présente mon livre qui constitue une nouvelle méthode. Vous l'avez ici, que vous pouvez commander directement sur Amazon. D'accord? C'est une nouvelle méthode d'entraînement comme cette formation. C'est une nouvelle méthode d'entraînement que j'ai mise en place pour accompagner les acteurs de la sécurité privée à monter en compétences au quotidien. Et abonnez-vous également à Rites Kaizen pour recevoir toutes nos publications. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Rites Kaizen, vous avez le lien, vous cliquez dessus et vous pouvez vous connecter directement sur Rites Kaizen. Donc, rejoindre la communauté pour être au courant de tout notre travail. Et je vous mettrai également le lien sous cette vidéo. Voilà, c'est la fin de la première partie. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire ce travail parce que il est essentiel d'apporter ce genre de ressources aux agents de sécurité pour améliorer la qualité des agents de sécurité. Donc, je me donne cette mission de contribuer au bien-être des agents de sécurité sur le temps personnel que professionnel dans leur montée en compétences au quotidien. Donc, je vous propose la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les-moi et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous d'avoir suivi cette formation. J'attends vos questions et je répondrai à toutes les questions sans exception et ce serait un plaisir pour moi de vous apporter des éclaircissements. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire aussi. Ça contribuera à mon évolution, à moi également. Merci à vous d'avoir suivi la formation et je vous dis à très bientôt.